Alors, nous allons aborder maintenant le chapitre des probabilités. Alors, le chapitre des probabilités, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais il y a beaucoup de vocabulaire à connaître. En fait, la difficulté sur les probabilités n'est pas une difficulté mathématique, mais une difficulté de lecture du français. Il y a un vocabulaire très pointu et il y a une utilisation de la grammaire française qui est également très pointue et il faut être capable de décortiquer les énoncés pour bien comprendre ce qu'on nous demande, pour pas faire d'erreur. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années où les probabilités étaient enseignées comme ça à la va-vite. Si on donnait un exercice de probabilité à deux profs de maths, la plupart du temps, ils donnaient deux solutions différentes. Et les deux avaient raison, c'était tout simplement que les énoncés étaient mal posés, ils étaient ambigus, et donc ils pouvaient apporter deux solutions différentes. Même encore, ça peut arriver d'avoir des énoncés ambigus, et dans ce cas-là, eh bien, on accorde le bénéfice du doute toujours à l'élève. Donc faites attention, il faut impérativement maîtriser le vocabulaire. Alors on commence par ça, par un gros par un gros paragraphe de vocabulaire, le vocabulaire des événements. On va parler des événements en probabilité. Alors au départ, pour parler de probabilité, il faut parler d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience dont le résultat est lié au hasard, comme par exemple quand on fait un jeu de dés ou quand on tire une carte dans un jeu de cartes au hasard, quand on choisit une personne dans une assemblée au hasard, etc., etc., le lancer d'une pièce de monnaie et tout. Alors, au niveau étymologique, le mot hasard vient de l'arabe hasard qui signifie dé. Et puis après, ça a modifié un petit peu le sens. On a attribué ça de chance, puisque vous savez que dans les probabilités, c'est quelque chose qui rentre dans le langage courant, puisque vous dites, ben, j'ai 50% de chance de réussir, ou ce genre de choses-là. Donc, voilà, on travaille aussi avec les pourcentages, et vous voyez que quand on fait 50%, les pourcentages, les fréquences, ça va être très lié, on verra ça par la suite. Aléatoire, c'est un mot lui qui est d'origine latine et qui vient de aléa, qui signifie également jeu de dés. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu les mêmes notions. Quand on fait une expérience aléatoire, eh bien, il y a l'univers de l'expérience. L'univers de l'expérience, c'est un ensemble qui contient toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire et il est noté oméga. Ici, je vais prendre le lancer d'un dé cubique, puisqu'il existe autre chose que des dés cubiques. Pour ceux qui jouent au jeu de rôle, vous le savez. Le dé cubique, donc, on a comme solution, comme issue, comme issue, comme résultat possible, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je le marque oméga, c'est comme le ohm que vous utilisez en physique, en électricité. Voilà. Et par la suite du cours, pour tout ce chapitre-là, enfin au moins pour le grand 1, pour le paragraphe, je prendrai comme référence ce lancer du dé cubique. Alors, on sait maintenant ce que c'est que l'univers d'une expérience aléatoire, on va parler de ce que c'est qu'un événement. Bien, un événement, c'est quoi? C'est une partie de l'univers, juste une partie. Alors, on peut l'écrire de deux façons différentes, et c'est là qu'on va avoir la difficulté au niveau de la lecture d'énoncés, parce qu'on peut vous le donner sous la forme très mathématique, sous la forme d'ensemble, comme par exemple A égale 2, 4, 6, ou alors on peut le formuler en français comme obtenir un nombre pair. D'accord? Alors ici c'est un cas très simpliste, donc c'est très très simple, mais il peut y avoir des fois des formulations en français qui sont très compliquées. Ça dépend des prépositions que l'on va utiliser ou des conjonctions de coordination que l'on va utiliser, d'où la nécessité de connaître la grammaire française pour arriver à bien comprendre les énoncés. Ici, je vous en ai pris trois, hein, A, B, C. B, c'est juste l'ensemble où il y a une seule issue, c'est-à-dire 5, donc on peut dire obtenir 5. C, j'ai dit obtenir un multiple de 3, 3 et 6, ou obtenir 3 et 6. Il y a toujours plusieurs façons de formuler un événement, puisque en français, on n'est pas limité, on n'a pas qu'une seule façon de parler pour exprimer une idée. Donc voilà. Alors, parmi ces événements, il y a des événements particuliers. Et donc, on va voir un petit peu la liste de tous les événements que vous devez connaître et que vous devez différencier. La première chose, c'est les événements élémentaires. Les événements élémentaires, c'est un événement qui ne comporte qu'une seule issue. Ça, c'est très très important. Comme ici, l'événement B est un événement élémentaire puisqu'il contient une seule issue, 5. D'accord? Et à partir de ce moment-là, cet événement élémentaire, on voit bien que dans le cadre de notre lancée 2D, on aurait 6 événements élémentaires. L'événement qui contiendrait l'issue 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il y a autant d'événements élémentaires qu'il y a d'issues dans l'expérience.
D'accord, c'est ce qui est marqué ici. Ces événements élémentaires sont très importants puisque ce sont eux qui vont nous permettre plus tard, dans le paragraphe suivant, de calculer les probabilités. Si on n'a pas les événements élémentaires, on ne peut pas calculer les probabilités. C'est vraiment la base de la théorie. Et après, une fois qu'on aura cette base de la théorie, on se donnera des théorèmes pour aller plus vite qu'en passant par les événements élémentaires. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Ici, j'ai marqué donc que le nombre d'événements élémentaires est égal au nombre d'éléments de oméga. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, quand on parle de nombre d'éléments, c'est une notation qu'on ne donnait pas dans l'ancien programme, mais maintenant on y revient parce que c'est quelque chose qui est très utilisé en mathématiques. C'est le nombre d'éléments d'un ensemble, donc on appelle ça le cardinal d'un ensemble. Et il est noté ici pour un ensemble A, cardinal de A. Alors bien entendu, comme les événements sont aussi des ensembles, on l'utilise aussi pour le nombre d'issues qu'il y a dans des événements. Ici, cardinal de oméga est égal à 6, puisqu'il y avait 6 issues, puisqu'on est avec un d cubique. Si on reprend nos événements A, B et C, cardinal de A égale 3, cardinal de B égale 1, et cardinal de C est égal à 2. Quand on prend un événement élémentaire, son cardinal ne peut être que 1, inévitablement. Oméga, c'est un événement aussi, puisque oméga est une partie de lui-même, d'accord? Donc on prend la totalité, c'est donc un événement, et c'est bien évident qu'il est obligé que cet événement soit réalisé, puisque oméga, c'est obtenir 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Vous pouvez lancer le dé comme vous voulez. Alors on suppose que le dé ne va pas tomber sur une arête, pour les petits malins qui pourraient éventuellement voir ça. Le dé va tomber automatiquement sur une des 6 faces, et donc c'est certain que cet événement va être réalisé, puisque quand on dit oméga, c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc la probabilité elle est maximale, et vous comprenez bien qu'on va dire j'ai 100% de chance qu'il soit réalisé cet événement, et donc la probabilité elle va être de 100%, 100% je vous rappelle en mathématiques c'est-à-dire 100% sur 100, et donc si c'est 100 sur 100, ça nous fait donc est égal à 1. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, cet événement oméga est un événement particulier et on l'appelle l'événement certain. De la même façon qu'il y a un événement certain, qui a une probabilité maximale égale à 1, il existe aussi l'événement impossible. L'événement impossible, c'est l'événement qui ne contient aucune issue. Et il va être noté, ça va être l'ensemble vide que l'on a déjà vu quand on travaillait avec les intervalles. Et on a la probabilité de l'ensemble vide, donc de l'événement certain, qui est égale à 0, puisque c'est la probabilité minimale, c'est-à-dire qu'on a 0 chance sur 100 qu'il soit réalisé. Alors la formulation en français de l'événement impossible, on peut le formuler absolument comme on veut. Donc je vous ai marqué ici par exemple obtenir 7 ou tirer le roi de cœur. L'essentiel c'est de sortir de l'univers de l'expérience aléatoire. Nous, notre univers, notre expérience aléatoire, c'est un nombre entre 1 et 6. Vous pouvez prendre n'importe quoi, savoir quelle est la probabilité qu'il fera beau demain par exemple. C'est pareil, ça sera l'événement impossible puisqu'on est dans notre univers, c'est-à-dire l'univers dans lequel on vit, il n'existe rien d'autre. Tout ce qui est en dehors de l'univers n'existe pas. En conséquence, si on a dit que la probabilité de l'événement certain était maximale et la probabilité de l'événement impossible était minimale, ça veut donc dire que la probabilité d'un événement va toujours être comprise entre 0 et 1. Ça, c'est quelque chose de très important. Si dans un exercice, vous trouvez une probabilité qui n'est pas comprise entre 0 et 1, qui est plus grande que 1 ou qui est négative, alors c'est que vous avez fait une erreur. C'est quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. C'est obligé qu'une probabilité soit comprise entre 0 et 1. Alors pour vous donner une idée, si vous passez en astrophysique, quand on arrive aux théories d'astrophysique actuelles comme la mécanique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein, quand on se place au niveau de la création de l'univers, c'est-à-dire au niveau du Big Bang, ou quand on se passe dans les trous noirs, quand on est dans les trous noirs, et qu'on fait des calculs de probabilité, eh bien les probabilités, elles s'avèrent, on obtient des probabilités infinies, donc très en dehors de l'intervalle 0,1. Donc c'est pour ça que quand on est dans des extrémités comme ça, c'est-à-dire au niveau de la création de l'univers ou au niveau des trous noirs, eh bien les théories physiques actuelles ne fonctionnent pas, et c'est pour ça qu'on cherche des solutions, de nouvelles théories qui pourraient régler ces problèmes d'incohérence mathématique. Ça, c'était juste pour la culture générale. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un événement, enfin que des événements, et qu'on a nos événements particuliers qui sont l'événement impossible et l'événement certain, qui n'ont pas guère d'autre intérêt que de dire qu'une probabilité est comprise entre 0 et 1,
On va voir maintenant les opérations qu'on peut faire avec les événements. C'est des opérations que l'on a déjà vues quand on a fait avec les intervalles, puisque les événements sont des ensembles, et donc toutes les opérations qu'on a fait sur les ensembles, nous les ensembles avec lesquels on a travaillé, c'était les intervalles, et bien on les retrouve ici, notamment l'intersection. Donc si on prend l'intersection de deux événements, eh bien c'est l'événement qui va contenir les issues qui sont à la fois dans A et dans B. D'accord? Donc une intersection, c'est un et ici. Ça c'est quelque chose qui est très important. Intersection est égale à et ET. D'accord? C'est la conjonction de coordination que l'on utilise en français pour traduire une intersection. Tout le temps, dans 100% des cas. J'ai fait un dessin ici qui est représenté par des diagrammes de Venn, je vous en ai déjà parlé. Et donc ici, vous voyez que j'ai mon univers oméga, donc en dehors de l'univers oméga, il n'existe rien. J'ai pris deux événements A et B, il pourrait y en avoir bien d'autres, bien entendu. Attention, c'est un cas général, là je ne suis pas dans le cadre de mon expérience, je suis dans un cas général de n'importe quelle expérience aléatoire. Et je retrouve A inter B, c'est ce qui appartient à la fois à A et AB, c'est bien ce qu'il y a au milieu ici qui est passé en jaune. Si on prend un exemple avec notre expérience de référence, notre lancer de dés, j'ai rappelé ici A, B et C les issues qu'il y a dans chacun de ces ensembles. Si je prends A inter B, ben vous voyez qu'il n'y a aucune issue en commun, donc ça fait l'événement impossible. B inter C, c'est pareil, il n'y a aucune issue en commun, donc c'est également l'événement impossible. Et si je prends A inter C, eh bien j'ai 6 qui est en commun, une seule issue qui est en commun. Donc voilà. Alors, quand on a comme ça deux événements dont l'intersection est vide, alors on dit que les événements sont incompatibles. C'est un terme de vocabulaire qui est très important parce qu'on le retrouve très souvent dans les exercices de probabilité. Et vous verrez là en classe de première ou en classe de terminale un autre terme qui souvent est confondu par les élèves avec incompatible parce qu'ils n'ont pas saisi l'importance qu'il y avait de ce vocabulaire-là. Donc retenez bien, incompatible, c'est l'intersection est vide. Donc ici, dans ce qu'on a fait, A et B sont incompatibles, B et C sont incompatibles, mais A et C ne sont pas incompatibles puisque l'intersection n'est pas vide. J'attire votre attention sur le fait que, vous voyez, le premier et le deuxième sont incompatibles, le deuxième et le troisième sont incompatibles, par contre, le premier et le troisième ne le sont pas. Donc il n'y a pas la transitivité que vous avez par exemple avec le parallélisme quand vous travaillez avec les droites. La première est parallèle à la deuxième est parallèle à la troisième, donc la première est parallèle à la troisième. Ici ça n'existe pas ça, hein. Donc faites très attention, ne généralisez pas, il y a des propriétés qu'on voit qui sont valables dans un contexte, notamment avec les droites c'est valable, avec l'incompatibilité dans les événements en probabilité ça ne marche pas. Quand vous faites la réunion d'événements, maintenant, de la même manière qu'on fait les intersections d'événements, on a les réunions d'événements. Ça, vous connaissez quand on fait les solutions, par exemple, d'une inéquation. Hein. Des fois, on a dans un autre tableau de signes, on a des unions pour donner la solution. Eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va réunir nos événements. Donc, si je prends l'événement A union B, on utilise les mêmes notations qu'avec les intervalles. C'est l'événement qui contient toutes les issues qui sont dans A ou dans B. D'accord? Alors, ici, on a bien réunion égale ou. D'accord, ça c'est très important aussi. Donc le et c'est pour l'intersection, la réunion c'est le ou. Le ou c'est ce qu'on appelle nous un ou. On a deux types de ou en mathématiques, il y a le ou normal inclusif et le ou exclusif. Nous on n'utilise que le ou inclusif ici, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est dans A ou dans B ou dans les deux. D'accord, le ou exclusif n'est pas au programme de la classe de seconde, donc je ne vous en parle pas plus que ça. Si on prend un exemple toujours avec nos événements de référence, donc vous avez ici nos événements A, B et C. Si je fais A union B, donc je vais prendre donc toutes les issues qui sont dans A ou dans B. Donc je prends le 2, le 4, le 6 et le 5. Donc j'ai ici A union B, 2, 4, 5, 6. Je les ai remis dans l'ordre, ce n'est pas une obligation, parce qu'on est avec des accolades. Hein, vous savez que si on veut mettre un ordre, il faudrait décrocher. Notamment, si je prends A union C, donc j'ai 2, 4, 6 pour A, j'ai 3 et 6 pour C, donc je me retrouve avec 2, 3, 4 et 6. On ne met pas 6 deux fois, hein. Une issue, on ne la met qu'une seule fois, elle ne peut pas apparaître deux fois, c'est pas possible dans un ensemble. Donc 2, 3, 4 et 6, et B union C qui nous fait donc 3, 5 et 6.
D'un point de vue purement du dessin visuel avec les diagrammes de veine, vous voyez que vous avez toujours notre univers oméga ici, nos événements A et B, et si je prends A union B, je réunis donc les deux événements, c'est tout ce qui est en rose, donc il y a bien entendu l'événement A, l'événement B, et il y a aussi l'intersection qui était dedans, donc l'intersection elle est incluse dans la réunion, d'accord, elle en fait partie intégrante, parce qu'on travaille avec un ou inclusif. Maintenant qu'on sait ce que c'est que l'intersection et la réunion, on va parler d'événements qui sont très importants parce qu'on les rencontre extrêmement souvent dans les exercices, c'est les événements contraires. Alors les événements contraires, eh bien, si on prend un événement A, son événement contraire, ça va être l'événement qui contient toutes les issues de oméga, c'est-à-dire de l'univers de l'expérience aléatoire, qui ne sont pas dans l'événement A. Donc cet événement contraire, il est noté A avec une barre dessus. Ça se lit officiellement non A, mais on tolère de dire A barre. C'est toléré, c'est pas correct d'un point de vue mathématique, mais on accepte ça parce que c'est plus rapide et c'est quelque chose qui est accepté, généralement. Ici, je vous fais un dessin pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça peut donner visuellement, toujours avec les diagrammes de veine. Donc, vous avez oméga tout entier, vous avez un événement A que j'ai mis en bleu au milieu. Donc, si je veux prendre A bar, c'est-à-dire l'événement contraire de l'événement A, eh bien, je vais prendre tout ce qui est dans oméga mais qui n'est pas dans A, c'est-à-dire toute la couronne orange qu'il y a autour. Ça, c'est visuellement parlant. Si je prends maintenant avec mes événements de référence et mon expérience de référence du lancer du dé, si j'ai A, donc on avait dit c'était 2, 4, 6, donc A bar, ça va être 1, 3, 5. D'accord. Si j'ai B égale 5, B bar, ça va être 1, 2, 3, 4, 6, etc. etc. L'événement contraire de oméga, c'est l'ensemble vide, et l'événement contraire de l'ensemble vide, c'est oméga. Enfin, c'est l'ensemble vide, je rappelle, l'événement impossible. Une propriété avec les événements contraires, c'est que si vous prenez un événement et son contraire et que vous en faites l'intersection, vous obtenez donc l'ensemble vide, ce qui veut dire qu'un événement et son événement contraire sont incompatibles. Okay. Et enfin, si vous les réunissez, si vous prenez donc A union A bar, et bien vous voyez qu'on obtient oméga tout entier, c'est quelque chose qui est trivial, qui est évident quand on utilise le dessin. Alors, une chose à maîtriser et qui va être très difficile et très importante surtout, c'est le vocabulaire des contraires. Le vocabulaire des contraires, c'est ce qui va vous permettre de bien comprendre les énoncés et surtout de ne pas faire d'erreur quand vous allez utiliser l'événement contraire, parce que la plupart du temps, c'est vous qui allez le décider et on ne vous le mettra pas dans l'énoncé. Mais il faudra le formuler correctement. Si jamais vous faites une petite erreur, alors ça ne marchera pas. Donc les formulations les plus courantes, mais vous en verrez au fur et à mesure des exercices, en seconde, en première, en terminale. Donc je donne les plus importantes pour la seconde et vous en verrez d'autres plus tard. Donc le contraire de au moins 1, c'est aucun. Par exemple, si on parle en euros, on va supposer que les centimes n'existent pas. Si je dis j'ai au moins 1 euro en poche, ça veut dire que j'ai 1 euro, ou 2 euros, ou 3 euros, ou 4, ou plus. Quand je dis au moins 1 euro, ça veut dire plus de 1 euro. Donc le contraire de au moins 1 euro, ça veut dire que j'ai moins de 1 euro. Et moins de 1 euro, ça veut dire que j'ai 0 euro, puisqu'il n'y a pas de centimes. Donc j'ai aucun euro. Donc ça, c'est très important. C'est celui qu'on rencontre le plus souvent et celui qu'on utilise le plus souvent et qui nous permet de faire les exercices. Après, quand on a au moins 1, on pourrait dire au moins 2, au moins 3, au moins 4, etc. Donc si je prends un exemple, si je prends au moins 2, si j'ai au moins 2 euros en poche, ça veut dire que j'ai 2 euros, 3 euros, 4 euros, etc., etc. Donc si je prends le contraire, ça veut dire que j'ai moins de 2 euros, c'est-à-dire que j'ai 0 euros ou 1 euro. Donc je vais avoir au plus, c'est-à-dire au maximum, 1 euro. Quand on dit au moins, c'est comme vous pouvez remplacer le au moins par au minimum et le au plus par au maximum. Mais on n'utilise jamais ce au maximum et au minimum en probabilité, on utilisera toujours au plus ou au moins. D'accord. Donc il faut que vous fassiez à ce vocabulaire-là. Malheureusement, vous comprenez plus facilement au maximum et au minimum, mais c'est comme ça. Donc quand je veux au moins n ici, c'est-à-dire je veux au moins n, le contraire de au moins n, ça va être donc au plus n-1, puisque le contraire de au moins 2, c'est au plus 1. Donc le contraire de au moins 3, ça va être au plus 2. Donc au moins n, le contraire, ça va être au plus n-1, c'est-à-dire l'entier qui vient juste avant. De la même façon, si je fais au plus n, donc je veux au plus 2 euros par exemple, ça veut dire que je veux au maximum 2 euros. Donc le contraire, ça va être quoi? Ça va être 3 ou 4 ou 5. Donc ça va être au moins 3. D'accord?
Et donc c'est pour ça que je vais passer à celui d'après. Donc le contraire de O plus N, c'est au moins N plus 1. Donc voilà sur le vocabulaire des contraires, on en verra d'autres. On a maintenant tout notre vocabulaire sur les événements. Maintenant, il va falloir passer au calcul des probabilités.